Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Un épisode préparé en crise du COVID-19 sera probablement été l'un des épisodes les plus difficiles à réaliser. Une agence de transport aux États-Unis avec des autobus 100% électriques fait le bilan de son programme. La série 7 de BMW inclura une toute électrique. Des prises pour véhicules électriques dans les lampadaires à Londres. Le cobalt pourrait disparaître des batteries de véhicules électriques. Des futurs acquéreurs du Cybertruck nous parlent de leur amour pour ce véhicule tout à fait hors norme. Aux réflexions branchées avec Claude Gauthier, on parle des innovateurs. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode numéro 76 du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, et là quand je le dis, je me retiens un peu, un bon 2 semaines parce que à peu près au même moment où a été diffusé le dernier épisode, débutait le début de la quarantaine, ou en tout cas la retraite volontaire imposée par le gouvernement suite à l'épidémie de coronavirus. Donc, évidemment, je ne vais pas passer l'épisode d'aujourd'hui à vous parler de la COVID-19. Je pense que vous en avez amplement entendu parler. Ça nous a tout de même, en tout cas dans mon cas, forcé à travailler de la maison. Donc, un petit peu plus retranché. Et puis, ça a fait en sorte là, qu'on a pu, écouter, faire, je pense, notre part pour aider à stopper ou arrêter, en tout cas, l'épidémie en ne devenant pas un agent de propagation de cette maladie. Donc, j'espère que ça n'a pas trop affecté votre vie, ça n'a pas trop affecté votre quotidien. Ça a sûrement eu des impacts sur vos déplacements, ne serait-ce par le fait qu'on se déplace pas mal moins dans des conditions comme celle-là. Moi, en tout cas, j'ai coupé mes déplacements d'à peu près 90%. C'est comme ça pour pas mal tout le monde, beaucoup moins de déplacements, de recharge sur les réseaux publics. Donc, c'est un peu plus tranquille. J'espère que vous avez eu le temps de lire, de relaxer un peu, puis malgré tout, de garder le moral, c'est l'important. Écoutez, profitez-en pour faire connaître Silence on roule à vos amis, www.silenceonroule.com. Ceux qui cherchent quelque chose à faire, là, se retaper en continu, là, en rafale, l'ensemble des épisodes de Silence on roule. Peut-être, je pense, une façon de passer le temps. J'en profite pour saluer et remercier plusieurs de nos auditeurs qui nous écoutent, qui nous laissent des messages, soit par courriel à martin@silenceonroule.com, sur les différentes plateformes. Entre autres, j'en profite pour saluer Christian Fantoli, notre ami helvète, un auditeur de la Suisse qui nous laisse des petits messages, des petits commentaires de temps à autre sur les différentes plateformes. On est content que tu sois à l'écoute, bien content là, que Silence on roule puisse rayonner un peu plus large que simplement les frontières du Québec. Je vous rappelle que si vous êtes abonné via iTunes, vous pouvez nous laisser sur la plateforme d'Apple, soit iTunes ou Apple Balado, un petit rapport. Il y a des étoiles, vous nous mettez 5 étoiles, ça nous aide à remonter dans le ranking, c'est bon pour les codes d'écoute. Et puis, je voulais également vous rappeler que nous avons maintenant un forum de discussion, ceux qui veulent échanger sur les différents épisodes, nous laisser des messages, des commentaires, peut-être des suggestions d'entrevues ou de thèmes à traiter. Ne vous gênez pas, par courriel évidemment, mais également sur les forums à forum.silenceonroule.com, forum.silenceonroule.com. Sans plus tarder, parce qu'on a, comme à l'habitude, une émission fort chargée, on s'en va tout de suite écouter ce qu'il y a de neuf dans le monde de l'électromobilité. L'actualité dans le monde des VE.
La crise du coronavirus qui frappe l'économie mondiale a forcé Bloomberg à revoir à la baisse ses attentes pour le marché du solaire, des batteries et des véhicules électriques, exprimant l'un des premiers signaux que l'escalade de la pandémie pourrait saper les efforts pour lutter contre les changements climatiques. La firme a publié des nouvelles projections sur les effets probables du COVID-19, officiellement déclaré une pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé il y a de cela 2 semaines, et sur les marchés d'électricité renouvelable, des véhicules électriques, du chauffage, du refroidissement et de l'économie circulaire. Avec les effets du virus s'aggravant dans le monde et les gouvernements déployant des mesures de plus en plus désespérées pour freiner sa progression, l'analyste a réduit de 16 % ses prévisions pour la demande solaire mondiale en 2020, notant que le secteur dépend fortement de la demande chinoise où des limites strictes sur les mouvements de l'activité commerciale ont été mises et placées en ordre pour stopper la propagation du virus. En conséquence, alors que la BNEF avait précédemment prévu que la demande solaire atteindrait de 121 à 152 gigawatts en 2020, elle a abaissé ses prévisions entre 108 et 143 gigawatts, ce qui, selon elle, marquerait la première baisse annuelle des ajouts de capacité solaire depuis les 3 dernières décennies. Antelope Valley Transit Authority sera bientôt la première agence de transport en commun aux États-Unis à exploiter une flotte de bus 100% électriques, et voici ce qu'ils ont appris. Premièrement, l'électrification bien faite peut générer des économies importantes. L'achat d'AVTA d'autobus électriques BYD devrait coûter 78,6 millions de dollars américains et être complété en 2022. L'achat des bus électriques représente la majeure partie des coûts totaux d'électrification et l'infrastructure de recharge représente environ 15 %. Par contre, après avoir complété le premier million de kilomètres, l'agence a réalisé qu'elle avait économisé 1,5 million de dollars américains par rapport à l'exploitation des autobus à diesel. Deuxième leçon apprise, les recharges au dépôt ne suffisent pas. La VTA s'attend à ce que 80 % des recharges de ces autobus électriques se fassent en dépôt. Par contre, l'agence a également déployé 5 bornes de recharge sans fil le long de certaines lignes de bus pour appuyer les recharges en dépôt. Troisième leçon apprise, la coordination de la recharge doit suivre une courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage pour gérer la recharge a été l'un des plus grands obstacles rencontrés par l'AVTA dans le parcours d'électrification de sa flotte. Et finalement, les micro-réseaux électriques peuvent permettre des économies supplémentaires. Sur 202 agences de transport en commun aux États-Unis qui ont des bus électriques, AVTA est l'une des 7 entreprises de transport public à planifier un micro-réseau. L'agence souhaite intégrer cette solution pour atteindre les objectifs de réduction des coûts, de résilience et de durabilité. Les modèles de berline de luxe de la prochaine génération de la série 7 de BMW incluront une version entièrement électrique. Le constructeur a annoncé lors d'une conférence de presse que les prochains véhicules de la série 7 seront disponibles en 4 versions, avec une qui aura un moteur à essence, une version diesel, une hybride rechargeable et une entièrement électrique. En outre, Olivier Zipse, président du conseil d'administration de BMW, a déclaré que la version toute électrique serait la plus puissante des 4. Ce qu'il y a de bien avec la recharge de voitures électriques, c'est qu'elle peut tirer parti de l'infrastructure des réseaux existants. Un nouveau projet au Royaume-Uni en démontre les avantages. Siemens a installé des bornes de recharge dans 24 lampadaires sur une distance d'environ 0,8 km sur l'avenue Sutherland à Londres. La section de la rue a été rebaptisée de manière appropriée Electric Avenue W9. Selon Siemens, la rue est située dans le quartier de Westminster à Londres, qui a plus de prises de recharge que toute autre administration locale britannique. Il y avait déjà un grand nombre de bornes de recharge intégrées aux lampadaires. La nouvelle installation porte le nombre à 296. Toujours selon Siemens, ces bornes sont une réponse à une demande accrue que connaît la ville de Westminster, qui a connu une croissance de 40 % de demandes de recharge des voitures électriques en 2019. Le cobalt est un métal critique qui a été utilisé pendant des siècles dans divers processus de fabrication. L'élément chimique a été découvert par le chimiste suédois George Brandt en 1739. Il s'agit d'un métal gris argenté sous-produit de l'extraction du nickel et du cuivre. Il est utilisé de nombreuses façons, y compris dans le développement d'aimants puissants et comme outil de coupe à grande vitesse. Il sert également de matériau cathodique dans de nombreuses batteries lithium-ion. Du point de vue commercial, le cobalt n'est pas un ami des fabricants des batteries lithium-ion en raison de son coût d'extraction élevé.
Enfin, du point de vue politique, éthique et environnemental, le matériau est également considéré comme un ingrédient à remplacer rapidement. Avec tous ces facteurs, il devient de plus en plus évident qu'il faudra remplacer le cobalt dans les batteries et le fournisseur de Tesla, Panasonic, a récemment annoncé qu'il développerait des batteries automobiles qui fonctionneraient sans utiliser de cobalt. Selon Kenji Tomura, chef de la division des batteries automobiles de Panasonic, la société vise à éliminer cet élément dans un avenir proche et les recherches progressent très rapidement. Ici Fred Allard de La Minute Électrique et vous écoutez Silence, on roule. Welcome to the Cybertruck unveil. We created an exoskeleton. Nice. Now hit the Cybertruck. Alors, vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui du Cybertruck. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du lancement du Cybertruck il y a seulement quelques mois. Journée qui va rester, je pense, gravée dans l'imaginaire collectif pour plein de raisons. On va s'en parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les gens qui sont en studio avec moi. J'ai tout d'abord Michel Turcotte. Bonjour, Michel. Bonjour tout le monde. J'ai Yannick Asselin. Bonjour, Yannick. Salut, Martin. Et j'ai aussi Fred Allard. Salut, Frédéric. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ben oui. Et à distance, qui est là avec nous pour parler également du Cybertruck, Jean-François Laplante. Bonjour, Jean-François. Bonsoir tout le monde. Donc, on va parler du Cybertruck aujourd'hui sur plein d'aspects. Il y a eu un buzz, il y a eu un gros buzz de lancement, je pense, la journée du lancement, la soirée, puis la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi. Que tu connaisses les voitures électriques ou pas, tout le monde parlait du Cybertruck. Avec une phrase qui ressemblait à peu près, là, et je traduis, j'essaie d'agglomérer l'ensemble de ce que j'entendais. As-tu vu l'espèce de truck bizarre que Tesla a lancé? Là, je suis allé un peu soft. Parlant bien ou parlant mal, mais parlez-en, on en parlait. Donc, c'était tout un buzz. Michel, premièrement, peut-être juste nous rappeler quelle voiture électrique tu conduis, toi? Moi, je conduis une Volt. Okay. 2017. Donc, t'es loin du Cybertruck un peu? Je suis très loin du Cybertruck. Et oui, j'ai fait ma réservation pour un Cybertruck. OK. Ben, écoute, forcément, t'as de l'intérêt. Comment t'as vécu ce lancement-là, toi? Écoute, le lancement, je pense que tout le monde a eu la même réaction. La première chose que je me suis dit, non, c'est une joke, là, c'est une farce. Voyons donc, ils vont sortir l'autre camion en arrière, ça va être vraiment quelque chose de différent, là. Mais non, ils ont commencé à sortir une porte de F-150 puis à fesser dessus avec une masse. Puis là, j'ai dit, attends un peu, là, c'est quoi cette affaire-là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est donc ben laid. C'est la première chose que je me suis dit. C'est donc ben laid. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Fait que après ça, quand que toute la description des différents features ont été nommés, j'ai fait comme, wow, un peu, il y a quelque chose d'intéressant en arrière de ça. Puis, étant donné que j'ai un projet d'avoir une terre et un petit chalet, puis avoir besoin d'un véhicule to home, ben, je me suis dit, peut-être que ça serait vraiment intéressant comme véhicule. Là, c'est venu chercher ton intérêt. Exactement. J'ai envie de poser la même question à Jean-François. Toi, Jean-François, comment tu as vécu ça, ce lancement-là? Ben, un peu de la même façon. Je me disais que c'était un petit peu une joke, que c'était pas tout à fait le vrai modèle, puis que le vrai modèle allait sortir après. Mais comme Elon Musk, je le suis depuis des années, même bien plus que 10 ans, c'est pas la première chose qu'il a fait qui m'a surpris, puis que j'ai dit ça doit être une joke. Puis finalement, ça s'est avéré être vrai, puis ça s'est avéré quand même normal, ordinaire, puis adéquat quand ça s'est produit. Ben, je me suis dit finalement que le Cybertruck, ça donne un choc, mais quand il va vraiment sortir, par le temps qu'il sorte, ça va être rendu normal comme vision. Puis moi, ben, j'ai pas le projet d'avoir une terre, j'ai déjà une terre. Et puis, je me sers déjà de mon Model X comme mon véhicule de ferme. J'ai remplacé mon gros pick-up Duramax diesel par mon Model X. Donc, c'est sûr que le Cybertruck est plus adéquat pour faire l'ouvrage que je veux faire avec. Mais en attendant, ben, j'ai mon X pour faire ça. Donc, ça va, c'est la suite logique des choses pour moi, là.
Je vais te garder en dernier, Fred. J'ai envie de poser la question à Yannick. Mais comme Jean-François a dit, moi, ça fait des années que je suis Elon Musk, moi aussi. C'est pas parce que je travaille chez GM que j'ai pas un grand respect pour Elon Musk. Mais honnêtement, moi, c'est la première fois que j'ai la même réaction de tout le monde. Tu sais, de dire, oui, il y a le nouveau truc, le bon truc va sortir, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, et c'est la première fois que quand ça a terminé, j'ai fait comme, voyons, ça marche pas son affaire. Tu sais, c'était comme, voyons, Puis, toutes les autres fois qu'il a fait des présentations, j'ai fait comme, j'étais tout le temps, wow. Tu sais, là, j'étais comme, hein? Attends une minute, là, c'était une joke, là. on était loin des références qu'on est habitué d'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que... Et toi, Frédéric? Moi, j'étais avec le Club Tesla Québec lors du lancement, alors qu'on avait loué le Cosmodome à Laval. Ouais. Et la réaction de tous était toute la même. Écoute, il n'y avait pas d'exception vraiment. Là. Tout le monde, là, tout le monde, OK, on ne se le cachera pas, là, tout le monde la gueule à terre. Que c'est ça? Tu sais, c'est quoi? Et maintenant, parler pour moi, comme certains, c'est qu'il y a un certain délai de réaction. Moi, il était assez rapide. J'ai repris mes esprits assez vite. J'ai dit, c'est cool, c'est vrai. Elon Musk en avait parlé il y a plusieurs mois que ça ressemblait un peu aux autos dans le film Runner Blade, là, puis tout ça. Fait que moi, je me suis dit, il a fait comme il fait d'habitude. Il a fait ce qu'il dit qu'il ferait. C'est juste que ça prend toujours du temps, mais quand il finit par le sortir, c'est ce qu'il disait qu'il ferait. Puis c'est ça qu'il a fait. Donc, toi, si on parle juste de l'aspect look, là, parce que je pense qu'on va y revenir tantôt, les performances, puis ce que fait le véhicule. L'effet vendeur. On peut pas être contre la vertu, mais je pense que ce qui a frappé le monde, c'est le look, là, on va se le dire. Toi, tu fais-tu partie de ceux qui ont dit la journée du lancement, voyons donc, c'est quoi cette atrocité-là, puis que, genre, 2 jours après, tu disais, sais-tu, je suis en train de commencer à l'aimer, puis une semaine ou 2 après, tu as dit, finalement, je le trouve beau? Non. Moi, c'est pas que j'ai trouvé ça dégueulasse. Quand je l'ai vu, la gueule m'a tombé à terre dans le sens où j'étais là, puis je me disais, c'est quoi ça? C'est une joke? C'était plus comme, c'est différent. Mais c'est différent dans le sens, il a osé. Qu'est-ce que c'est ça? C'était plus de même que je l'ai vu. J'ai pas dit, il a osé, c'est beau, osé, c'est laid. C'était juste comme, j'étais tellement désemparé. J'étais comme, c'est quoi? Comment ça? C'est complètement inhabituel. Tu sais, c'est plus de même que je l'ai vu. J'ai pas dit que c'était beau, que c'était pas beau. Je me souvenais après ça, une minute après, Runnerblade, tout ça, puis là, j'ai dit, écoute, on est dans le futur. C'est ça. Moi, je me rappelle que ma réaction, ça a été, mais qui c'est qui va acheter ça? Tu comprends? Moi, mon feeling, c'était, il vient de se couper une partie importante. Tu sais, là, il y avait la chance d'attaquer une talle, la talle des gars de pick-up, qui passe à côté parce que 80% des gars de pick-up voudront jamais acheter cette affaire-là. Mais c'était ma perception. Il a toujours dit, si je me souviens bien, il a toujours dit que c'était pas un pick-up. Il a dit que c'était un Cybertruck. Il a toujours dit, tu sais, on joue ses mots peut-être, mais il a toujours dit que c'était pas ça qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'était un Cybertruck, c'était quelque chose de légèrement différent. Parce qu'on voit que l'arrière, là, il a manqué son coup, c'est pas juste légèrement. Tu peux pas mettre de boîte de fibre de verre, des choses comme ça. C'est complètement différent. Ouais, fait que moi, je le vois plus comme à mi-chemin entre un pick-up puis, mettons, un Model X, si on veut, tu sais, dans le sens que il y a 6 places confortables, t'as un grand espace de rangement que tu peux servir comme tente, comme l'ancien Aztec, là, tu sais. Fait que t'as plusieurs possibilités qui fait que ça fait complètement différent. Puis c'est vraiment sur ce côté-là que je me suis dit, c'est pas tout à fait un pick-up, donc ça enlève pas vraiment l'idée de lancer un pick-up peut-être plus tard, mais avec toutes les possibilités, les spécifications qu'on parlait tantôt, c'est là que je me suis dit, j'en réserve un. Est-ce que je vais le changer? Je sais pas encore, parce que la réservation est juste 150$. Fait que c'est pas moi. Il y a bien du monde qui ont réservé, mais ça veut pas dire qu'ils vont le prendre. Puis là, on sait que GM s'en vient avec des modèles. On sait qu'il y a l'Atlas qui est écœurant. On sait qu'il y a la Rivian. On sait qu'il y a beaucoup de choix qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont tous arriver en même temps dans 3 ans? Je sais pas, dans 2 ans. Okay. Juste pour terminer sur le look, parce que, comme on dit, il ne faut pas s'attarder trop à l'aspect visuel des choses, puis aller avec ce qui est en dedans, la beauté du cœur. Michel, toi, t'en as réservé un, tu l'as dit tantôt. Donc, toi, le look, t'es passé par-dessus ou tu le... Écoute, ça m'a pris à peu près 24 heures avant d'assimiler le look. Puis quand j'ai réalisé toutes les spécifications de ce camion-là. Puis il y en a peut-être une qui a peut-être pas encore dit. D'ailleurs, j'ai un doute énorme sur une spécification que probablement qu'Elon Musk n'a pas encore dit.
Avez-vous pas remarqué comment ça ressemble à une grosse chaloupe en aluminium? Tu es en train de sortir Est-ce qu'il serait amphibie par hasard? Je pense Dans une rumeur, là. ça m'étonnerait. Un Mais cyber bass boat. C'est ça, exactement. ça a été la pire erreur des chars amphibies qui ont sorti, tellement que l'eau pognait là-dedans, puis que ça a été vraiment une erreur dans les années 50, je me trompe pas. Là. Oui, effectivement. Ouais. Mais on verra. Peut-être qu'il Ouais, va nous aujourd'hui, réserver cette la surprise-là. technologie. Peut-être qu'il va y avoir une option à 3-4 000 piastres que tu vas pouvoir mettre des seals pour pouvoir être complètement étanche. Peut-être. Qui sait, on ne sait pas. On sait que l'eau salée, c'est agressif. Hein? Écoute, moi, ça m'a pris 24 heures pour assimiler et dire, écoute, garde, c'est un tank, cette affaire-là. C'est indestructible. Ça rouillera pas. L'idée du squelette extérieur, comme quoi que le frame de tout ça, cette affaire-là, c'est carrément un peu comme l'avion, comme qu'il l'a décrit. L'avion qui est... Une carlingue, là. C'est ça, une carlingue carrément. Puis, d'après moi, ça va être rigide, cette boîte-là. Ça sera pas d'allure. Mettons que si quelqu'un veut te couper sa route, tu vas être moins gêné à pas le laisser passer. Tu sais. Faut pas oublier pas bien grave si le graphing un peu. Il y a un aspect pratique important avec ce look-là. Là. C'est pas juste un look qui a été fait pour frapper, pour choquer le monde. Il y a cet aspect aérodynamique-là a un gros impact sur l'efficacité énergétique. Puis moi, le mien était réservé avant la fin de la présentation. Là. J'ai eu un choc initial qui a duré 30 secondes, mais je l'ai réservé. Puis je me suis dit que par le temps que je vais le recevoir dans 2-3 ans, ça va être bien normal. Puis même d'autres compagnies vont avoir passé par cet exercice de style-là pour être capable de faire un pick-up aussi efficace que celui-là, parce qu'ils n'auront pas le choix. Si tu fais un F-150 électrique, tu vas être obligé de le vendre avec un battery pack qui va être 25-30% plus gros, puis il va coûter le prix nécessaire pour cette grosseur-là. Puis il va tout le temps coûter plus cher à rouler pour la même distance, puis il va toujours prendre plus de temps à charger pour la même distance aussi. Là. Donc, je pense qu'en réglant le problème de l'efficacité dès le départ, ça l'a mis la barre au niveau à devait être pour tous les autres manufacturiers qui voudraient faire un pick-up. Jean-François, tu m'ouvres la porte sur les caractéristiques du véhicule. Donc, le choc initial du look étant passé, dans la présentation, Elon Musk a présenté un peu plus vers la fin, là, quand même, a présenté des tableaux. On sait qu'il va y avoir plusieurs déclinaisons, là, nombre de moteurs, etc., all-wheel drive, etc. Donc, il y a plusieurs versions du camion qui ont des performances différentes en fonction de la version du camion. Mais performances qui demeurent néanmoins fort intéressantes pour un véhicule de cette grosseur-là puis de ce type-là. On s'attend pas à des performances d'une Porsche sur un véhicule comme celui-là. Toi, les performances, est-ce que c'est des critères qui étaient importants pour toi? Et quelles sont les caractéristiques en termes de performance du véhicule qui t'apparaissent intéressants, là, Jean-François? Dans les caractéristiques dévoilées, c'est sûr que c'est intéressant. Même mon Model X, il est trop performant pour mes besoins. Donc, le Cybertruck, j'ai pas besoin de cette performance-là. Moi, c'est l'aspect pratique qui m'intéresse. Donc, il y a des caractéristiques qui n'ont pas encore été dévoilées que j'ai hâte d'avoir la réponse. Par exemple, je vais-tu pouvoir mettre ma gratte à neige dessus? Un exemple comme ça. Je vais-tu pouvoir mettre une boule dans la boîte pour tirer une remorque, ça s'appelle un gooseneck, là, au lieu d'avoir une boule sur le trailer? Des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement dévoilées actuellement puis qui ont un impact important. Parce que l'exosquelette, c'est bien beau, mais quand tu poses de la neige, par exemple, la pelle à neige est attachée directement sur le châssis du véhicule et non sur la carrosserie. Là. Donc, c'est pour ça. C'est des questions que j'ai hâte d'avoir les réponses. Mais le reste, pour moi, c'est parfait. Là. J'ai même pas de problème avec le petit 386 km de mon Model X. Fait que le 500 km du Cybertruck, c'est bien correct pour moi. Il n'y a pas de problème. Yannick, j'aimerais entendre toi, tes commentaires par rapport aux performances du véhicule, sachant qu'il y a aussi des véhicules plus gros qui s'en viennent dans les marques que tu représentes, en fait. Donc, quand tu as vu les specs du Cybertruck, quelles ont été tes réactions? Puis, qu'est-ce que tu penses de ces caractéristiques-là? Ça revient... Je pense comme Jean-François, tu sais, puis je l'ai déjà dit dans d'autres affaires, tu sais, d'autres choses que je parlais du Cybertruck. Ce qui est important de savoir, c'est les caractéristiques que le camion va avoir par rapport à ce que
exemple, dans le cas de Jean-François, est-ce qu'il va être capable de mettre sa pelle dessus? Parce que les gens qui achètent des camions en général, là, OK, j'exclus le fait que le gars qui achète un pick-up, juste pour avoir le look du pick-up, là, qui lui, il faut qu'il travaille avec son véhicule, mais il faut qu'il soit capable d'être, comment je pourrais dire ça, de personnaliser le camion en fonction de qu'est-ce que lui a besoin de faire avec ce véhicule-là. T'sais, le fait de la pelle, une pelle, là, sur un pick-up, par exemple, dans le cas de chez Chevrolet, je peux pas mettre ça sur un 1500. Faut que tu mettes ça sur un 2500 parce que ça prend un châssis beaucoup plus rigide. T'as le poids de la pelle en avant, etc. Mais, tu sais, ça revient à dire ça. Faut que la personne soit capable de personnaliser son camion par rapport à qu'est-ce que lui veut faire. C'est sûr que, bon, à part le fait que j'ai dit, oui, j'ai vendu un pick-up, mais je comprends rien des pick-up, il faudrait que je comprenne de quoi, parce que GM s'en vient avec des pick-up électriques. J'ai pas le choix. Mais, tu sais, j'ai entendu trop souvent de vendeurs avec des clients qui achètent des pick-up dire, ben, regarde, moi, j'ai besoin d'avoir un 8 cylindres 5.3 litres avec un rapport de pompe de 3.41. Là, je dis des chiffres de même, mais je suis même pas sûr que c'est ça, là. Avec une autre affaire, tel ci, tel ça. Parce que lui a vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'être capable de tirer tant ci, tant ça. Il y a le rôle utilitaire du camion. Il sert à faire une job. Donc, il y a des spécifications très précises que tu dois être capable d'atteindre. Alors que dans une voiture, elle est plus performante, elle est moins performante, c'est cute ou c'est plate, mais ça arrête là. Mais quand tu l'achètes pour pousser de la neige, il faut qu'elle soit assez fort pour pousser de la neige. Pour ouvrir la parenthèse par rapport à ce que GM s'en vient, bon, c'est sûr que moi, je sais qu'est-ce qui va s'en venir, là, parce que à la présentation qu'il y a eu la semaine passée, mon propriétaire, un des propriétaires de Bourgeois Chevrolet, Hugo Janson, était là. Fait que c'est sûr, quand le vendredi, quand il est revenu, je me suis assis avec lui, je dis là, tu me parles, toi. Fait que je te paye la bière, puis je te paye la bière, whatever, mais faut que tu me parles, tu sais. Fait qu'il y a des affaires que moi, je sais par rapport au véhicule qui s'en vient. Tu sais, on sait que le pick-up qui va s'en venir chez Chevrolet, mais il va se décliner dans 3 versions en tant que telles. Tu sais, une version full équipée, tu sais, comme genre le cuir, le ci, le ça, tu sais, une version de luxe, une version tout-terrain, puis une version pour travailler. À Star, c'est-tu 2 roues, 4 roues? Tu sais, on sait aussi qu'il va y avoir comme 3 types de moteurs, comme le Cybertruck a annoncé, tu sais. Bon, c'est-tu Tesla qui a copié GM? Vous allez me dire, ben non, c'est GM qui a copié Tesla parce que Tesla a annoncé ça avant. Non, c'est quelque chose qui s'en venait naturellement. Ça s'en venait de naturellement, quel constructeur. Ça s'en venait naturellement parce que, tu sais, GM a annoncé qu'il y avait un pick-up qui s'en venait au mois de septembre, puis Tesla l'a fait quelques semaines plus tard. On sait que Ford travaille déjà là-dessus avec Rivian depuis bien avant le Cybertruck. C'est ça, tu sais. Pour savoir que pour avoir parlé au président de GM, je sais que GM avait approché Rivian, puis ils se sont jamais attendus, puis quand ça n'a pas fonctionné avec GM, ça s'est viré de bord, c'est allé chez Ford. Ça a marché. Ça a marché. Fait que là, c'est quoi l'histoire? Mais ça revient à dire, c'est les caractéristiques qui vont faire que les gens vont embarquer ou pas dans ce véhicule-là. T'sais, les gens aiment beaucoup avoir des véhicules qui sont personnalisables. Faut que ça soit faut faire que Tesla fasse ça. C'est le même principe comme j'ai déjà dit. Les Toyota et Nissan qui ont fait des pick-up, quand Toyota a parlé qu'il commencerait à faire des pick-up, je travaillais chez pick-up à l'époque, je recule de 20 ans en arrière. Tu travaillais chez pick-up? Je travaillais chez Toyota, pardon. Puis un ancien constructeur. Ouais, c'est ça. Puis j'avais dit aux gens de Toyota, je dis, si vous n'êtes pas capable et vous ne ferez pas le fait que le client va être capable de personnaliser son camion, ça ne fonctionnera pas. Donc de dire, ben moi j'ai besoin d'avoir un V8 avec un tel rapport de pont, avec des lumières sur le toit, pas de lumière sur le toit, etc. Ça marche pas. Ils l'ont pas fait. Il marche encore de la même façon que les Toyota. Ça marche par groupe d'options. Tel groupe d'options ci, tel groupe d'options ça. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que c'est GM et Ford qui sont les plus gros vendeurs de pick-up. Et Dodge. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables. Moi, j'ai tout dit en joke. D'après moi, je suis à peu près sûr, je décroche la ligne, j'appelle GM, je dis, bon, si tu possible d'avoir un pick-up avec un banc bleu d'un bord et un banc rouge de l'autre bord, on me dit, ben oui, pas de trouble. Je suis à peu près sûr qu'ils me diraient ça. C'est juste 500 différents. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des options 500. Mais c'est ça. Je vous ramène sur le Cybertruck. OK. On sait que Elon Musk a des belles qualités, il a probablement des défauts aussi, mais une de ses grandes qualités, c'est clairement le sens du marketing. Pas toujours fait de la façon dont tout le monde le fait, mais ça marche. La preuve, il n'achète pas de publicité, puis il réussit à avoir un modèle qui est hyper connu. Je vous fais écouter quelque chose, puis je vous demande votre opinion là-dessus. Oui, venir. Franz, could you try to break this glass, please? Yeah. Sure? Yeah. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Non, c'est pas ce que j'ai mis dans mon intro. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est la séquence où il fait tomber la boule, le genre de boule de pétanque là, dans la vitre, puis la vitre
pète. Évidemment, ce qu'il essayait d'expliquer, c'est que les vitres ils casseraient pas, puis il lance dedans, puis la vitre, elle casse. Et ça a été repris, là, ad nauseam. Je vais te corriger tout de suite. Premièrement, ce que tu parles, c'est qu'il y a un tuyau qui monte en hauteur, puis il grimpait avec une échelle, puis il jetait une boule dans le tuyau qui tombait sur une vitre. Ouais. La première vitre, c'était, je me trompe pas, une vitre normale. Après ça, il a mis des vitres du Cybertruck semblable, puis ça n'a pas cassé. Ce qui a cassé, c'est quand il a lancé sur le truck. C'est là que ça avait cassé. C'est là que ça a cassé. C'est ça, exactement. Mais encore là, elle n'a pas éclaté en morceaux. Non. Jette-les d'une vitre de Ford, tu vas passer au travail, tu vas l'avoir dans le front. Je suis d'accord. Ce que je veux juste te dire, c'est que quand il l'a fait lancer dans la vitre, puis l'autre, il dit, t'es sûr, je la pitch dessus? Ouais, puis il l'a pitché, puis ça a craqué. Évidemment, ça devait pas craquer. Mais peut-être que c'est un coup de marketing. Un coup de marketing. Et plusieurs l'ont dit après, c'était-tu voulu? Parce que ça a vraiment créé un impact du genre, Colin, ils ont manqué le coup. Après ça, ça a peut-être voulu. Il y a le sens du marketing. On a su la vérité. Mais il a publié une vidéo la vérité, avec la même chose, la même boule sur le Cybertruck qui ne pétait pas. C'est ça. Qu'il avait fait juste avant. Peut-être qu'il avait fini par l'affaiblir un peu. Exact. Là, c'est ça qui est arrivé. La présentation a cassé, là. Il avait déjà pratiqué dessus, puis en plus, il avait donné les coups de masse qui avaient supposément affaibli le bas, puis ce qui fait qu'elle avait déjà été plus fragilisé. Ben, c'est sûr que même des vitres comme ça, c'est pas fait pour garocher des boules tout le temps, on s'entend. C'est clair. Des boules d'acier. Mais ça se voulait spectaculaire, ça l'a été, mais pas pour la raison annoncée. Mais c'est un bon coup de marketing, pareil. Clairement. Mais que ça soit vrai ou pas vrai, je m'en contrefous. Ce qui est vraiment le fun, c'est que ça... Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Parle de moi Yannick, mal ou bien. T'avais l'air quelque chose à dire. Ouais, vas-y, Yannick. Je vais dire, comme j'ai dit, pour revenir à cette fameuse vitre-là, ou quand je pourrais dire ça, les fameuses tôles en stainless, qui a grand coup de masse, des masses en rubber. Ouais, whatever. Là. Je dis que je l'avais dit quand il avait fait Daniel Breton a fait à Montréal l'autoprix de son vidéo, j'étais là, puis moi je l'avais dit, puis je me souviens de la réaction de Sylvain Juteau, de Mario Langlois et de Daniel Breton, on leur dit que j'étais dans le champ, et 2-3 semaines après, ça a prouvé comme quoi ce que je disais, ça avait peut-être du bon sens, c'est que ce que j'avais dit, j'ai dit, la façon que c'est présenté comme ça, moi, il y a une question de sécurité quelque part que je pense pas que ça va pouvoir respecter. Il va falloir qu'il fasse des changements. Je veux bien, là, si j'ai un accident avec un Cybertruck, puis le pompier est là, puis il est pas hâte de défaire la vitre, puis il faut qu'il me sorte vite de là. On fait quoi? Il y a sûrement un point de faiblesse dans un coin de la vitre. Peu importe. Mais il faut faire qu'il fasse de quoi? Oui, et quelques semaines plus tard, que vois-je pas? Il y a un article qui est apparu en Europe disant que l'Allemagne disait que si le Cybertruck était présenté tel qu'il est là présentement, en Allemagne, il ne passait pas les systèmes de sécurité. Parce qu'il était trop rigide. Mais peu importe ce qu'il dit dans les nouvelles ou dans des affaires comme ça, il faut savoir que les constructeurs, que ce soit GM, n'importe qui, ils font toujours affaire avec Transport Canada ou ça, je le sais. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Non, ce que je veux dire, Frédéric, je suis d'accord. Ce que je veux dire, pour c'est le commercialiser, il faut qu'il soit tout approuvé. C'est ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce qu'il a présenté, avec le produit final, il va y avoir des ajustements. Il peut y avoir des ajustements. Oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, on a entendu parler. D'ailleurs, ils l'ont raccourci de 2 pouces dernièrement. On a entendu parler de ça. Là. Ouais. Il a mentionné qu'elle allait être un peu plus. Il a mentionné un peu plus beau que ce qui a été présenté dans un tour dernier. Il y a des doutes. Ça veut dire quoi, ça? Je suis déçu. On était rendu qu'on le trouvait beau quand même. Ouais, c'est ça. C'est un agace, Hélène. Le temps file. J'ai quand même 2 points que je veux. Un point que je veux regarder avec vous autres. La prémisse que le fait que ce soit un véhicule électrique, que ce soit un camion électrique, donc ils vont aller chercher évidemment une clientèle de personnes qui ont besoin d'un camion peut-être, mais ils vont aussi aller chercher une clientèle de très peu de véhicules électriques. Je pense à Fred, là, par moins que Fred ait une business que je connais pas. Il n'y a rien qui justifie dans ton day-to-day d'avoir ce genre de véhicule-là, mais tu vas triper en avoir un. Y a-t-il pas un risque que le monde se mette à acheter ces véhicules-là, qui sont des gros véhicules, qui prennent de la place, qui ont des grosses batteries, pour remplacer un autre véhicule qui aurait pu être électrique, là, ceci dit, là, je dis pas que on prend un véhicule à gaz nécessairement pour ça, mais ça risque pas de créer un besoin qui n'existait pas. Je suis pas en train de vous dire que je pense ça, je vous lance l'idée. C'est sûr que d'acheter ça juste parce que tu veux la grosse batterie, parce que tu veux whatever, une chose qui est sûre, c'est pas très environnementaliste de même. Ça, c'est clair et net. Là. Je suis d'accord sur ce point-là. Là. On n'achète pas une 200 kW quand on n'en a pas besoin. Mon modèle X, il y a juste 75 kW, puis je suis rendu à 360 km qui dit, là, mais officiellement. Là. Fait que
j'ai fait le tour des États-Unis, comme tu sais, j'ai fait le tour de la Floride, j'ai jamais eu de problème. Puis même si ma recharge est bloquée à 80 kW, parce que j'ai mes anodes en silicone, silicium, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une des versions de batterie qui sont légèrement affectées, qui peuvent être affectées par les recharges rapides. Donc, pour faire une histoire courte, c'est simple, c'est pas besoin de plus. Mais ce qui m'a fait changer, j'étais un gars de technologie, j'étais un gars qui aime les. Tu sais, t'as vu mon iPhone, t'as vu ci, ça, le monde le sale, toujours le dernier ordinateur, mes casques virtuels. En tout cas, bref, ça aussi, c'en est un autre avancé, puis c'est quelque chose qui m'a titillé. Puis aussi, de voyager quand même plus vite pareil. Tu sais, même si c'est pas une obligation, je me dis, bon, 800 km, je vais pouvoir aller en Floride, au lieu d'arrêter 13 fois, je vais arrêter 7-8 fois. Tu sais, c'est comme peut-être moins, je sais pas, c'est comme... C'est ce côté-là. On ne sait pas comment longtemps qu'on va recharger pour faire ce 800 km-là. Là. On ne sait pas la grosseur du pack. Il faut que les bornes soient upgradées à la version 3 aussi, tu sais. Définitivement. C'est ça. Ouais. Fait que là, on peut aller à Vancouver, c'est correct, là. Michel, je sens que tu as quelque chose à dire là-dessus. Écoute, il y a eu un article dans le journal, justement, écoute, je me sentais pratiquement pas pointé du doigt. Pratiquement pas. Pratiquement pas. Si juste mon nom n'avait pas été nommé. Mais oui, effectivement, écoute, j'ai une Volt 2017, puis je passe à un Cybertruck, puis tout le monde me regarde. Non, t'as pas loin de ça. T'es pas environnementaliste, là. Je suis pas environnementaliste. Par contre, j'ai des clients qui comme Jean-François, a des érablières. Puis quand je vais y rencontrer, ben écoute, si l'érablière là est dans le fond du bois là, avec ma Volt là, oh boy, j'accroche des fois dans le fond, puis je peux te dire que mes panneaux en dessous sont dus pour être changés. C'est ça, c'est pour ça qu'il te faudrait une Model X, la suspension en monte, c'est correct. Oui, exactement. Par contre, j'ai un copain aussi qui a un chalet à la Malbaie, ou en nord de la Malbaie, dans une ZEC. Écoute, là, si t'as pas de 4 roues, puis t'as pas une clairance de 16 pouces, oublie ça, tu peux pas monter dans son chalet. Fait que là, à ce moment-là, ben je vais pouvoir, au lieu de laisser mon auto à l'entrée du parc, puis après ça, monter avec lui, ben je vais pouvoir monter directement avec lui. Puis en plus de ça, je vais pouvoir fournir de l'électricité à son chalet. Et tu vas pouvoir revenir, tu vas avoir assez de courant pour tout. C'est ça. Fait que l'idée, y a-tu du gaspillage? Écoute, c'est sûr, on peut tous se promener en zezette très, très petite. Puis de louer un Cybertruck quand t'en as vraiment besoin. Puis, tu sais, tu loues ton Cybertruck quand t'en as besoin. Dans le fond, la question, c'est t'en as-tu vraiment besoin? C'est ça la question. Il ne faut pas oublier que ça existe déjà. Quelqu'un qui va remplacer son F-150 qu'il utilise pour faire l'épicerie seulement par un Cybertruck pour aussi faire l'épicerie, il a quand même amélioré le sort de la planète un petit peu en faisant ça. Oui, effectivement. C'est pour faire l'épicerie en autant qu'il a pris le modèle de base, oui. Ben écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre présence. Frédéric Allard, Michel Turcotte, Yannick Asselin, Jean-François Laplante, ça a été très enrichissant et comme disait quelqu'un de connu. Ah, n'est-ce pas, Fred? Merci, messieurs. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Monsieur Côté? Oui? Ça va? Correct? OK. Vous avez besoin de quoi? Dites-moi. Bye-bye! Bon. Vous allez vérifier.
Tout est beau du bord de M. Côté. On est parti en chemin. Quelques petites affaires à faire. Une livraison. Inquiétez-vous pas, on touche pas à personne. On fait bien attention. Donc, probablement comme tout le monde qui est à la maison, on a le temps de réfléchir. Donc, dans la vie, des fois, j'ai pas de sujet. Puis c'est quand même drôle parce que y en a qui m'apparaissent comme ça. Il y en a qui me donnent des sujets. Donc, cette semaine, ce que je veux vous parler, c'est les innovateurs. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un client, quelqu'un que j'avais vendu une borne de recharge. C'était la deuxième, enfin. Et j'avais envoyé la borne, il avait été installé, tout ça. Et là, donc, en faisant le tour, j'avais des choses à aller voir. Puis, j'arrivais à écouter, c'est une pharmacie, je peux la nommer, là. Pharmacie qui est dans le coin de Jonquière, la pharmacie Jean Coutu, Bruno Harvey. Donc, le propriétaire de la pharmacie a 4 véhicules électriques. Pas un, pas deux, 4 véhicules. Il y a 2 Bolt, une Ioniq et une Volt pour faire les livraisons. Il m'expliquait que dans son coin, c'est un peu... il fait des livraisons un peu partout, donc c'est sûr qu'il a besoin des véhicules, des fois une plus grande autonomie, comme la Bolt, et qu'un véhicule comme la Ioniq peut aussi bien faire, dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont, pas qu'est-ce qu'ils ont, mais plutôt où ils doivent aller les livrer. Et on parlait, puis après, une fois qu'on a eu terminé, c'est drôle parce que son livreur est arrivé justement avec la Ioniq et c'est un jeune, début vingtaine, je dirais. Donc, je lui ai demandé comment il trouvait ça. Il m'a dit qu'il adorait. Je lui ai demandé s'il pensait, lui, plus tard, avoir un véhicule électrique. Puis il m'a regardé en voulant dire je sais même pas pourquoi tu me demandes ça. C'est sûr que ça va être ça. Comme si c'était quelque chose qui allait être normal. Dans ma dernière chronique aussi, je vous ai parlé de M. Yvon Martel. Je voulais faire une entrevue avec M. Martel, mais avec les conditions qu'on a présentement, tout le monde sait que ça va être impossible avant un certain temps. Donc, M. Martel est une espèce d'inventeur comme on en retrouvait probablement dans les années 50, 60. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à Joseph Armand Bombardier qui a fait beaucoup de choses et qui a changé le visage de l'humanité. Puis c'est drôle en même temps que je parle des motoneiges parce que ça va avec aussi ce que j'avais en tête. Donc je reviens sur M. Martel. M. Martel, je vous l'ai dit, allez voir, tapez sur Google son nom, donc Entreprise Yvon Martel. Vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Une chenille électrique qui peut être commandée de toutes sortes de façons, qui peut être utilisée, ça a été utilisé par l'armée. Il a des projets aussi pour différentes entreprises là, qui peuvent utiliser son invention, donc une chenille électrique, comme je dis, qui peut être commandée de toutes sortes de façons. C'est vraiment surprenant de voir ça, mais moi, je voulais voir avec M. Martel où il y avait eu les idées et justement quelles avaient été ses embûches, puis qu'est-ce qu'il avait fait avec ça. Puis, un peu un lien avec le coronavirus, vous savez, la vie de tout le monde a basculé en dedans d'une semaine. Même moi, je vais vous l'avouer, là, j'étais à l'école et j'ai eu un bon rhume pendant quelques jours et tout le monde me niaisait en me disant que j'allais peut-être avoir le coronavirus. Puis je disais bien, oui, tu sais, ça doit être ça que j'ai, tu sais. Alors que quand on voit vraiment qu'est-ce que c'est en réalité, puis comment ça a changé nos vies, ben, des fois, il faut le voir assez de proche, puis l'avoir en pleine face, comme on dit, pour qu'on change nos opinions. Donc, en fin de semaine, un article de journal dans mon coin qui a été publié sur Internet qui disait que la saison des motoneigistes
allait s'achever 2 semaines plus tôt. Et là, je voyais les commentaires des gens comme si on venait de leur fermer l'épicerie pratiquement. Donc moi, j'ai eu le commentaire, le lien d'un article de Daniel avec Daniel Breton que j'avais lu, qui avait fait avec les ingénieurs de Taiga Motors, qui disait qu'un véhicule, donc une motoneige, polluait autant que 40 automobiles. Donc, moi, j'ai dit que lorsque je voyais une motoneige, je voyais en même temps 40 automobiles. Et écoutez, j'ai même pas eu le temps de mettre en lien l'article de Daniel Breton, que j'avais des méchants commentaires. Et un de ceux-là était le directeur d'une concession, quelqu'un qui me connaît très bien, avec qui des fois j'ai jasé. Donc, c'est ça. On a des innovateurs, je dirais d'un côté, puis de l'autre bord, des retardateurs. Sur ce, bonne semaine. Compte tenu de la COVID-19 et des obligations que tout cela impose en ce qui a trait au rassemblement et au risque de contamination, l'ensemble des activités de l'Association des véhicules électriques du Québec a été remise à un peu plus tard. Ça inclut les événements d'essais routiers, le programme de jumelage ainsi que les conférences pour l'instant. Nous vous remercions de votre collaboration. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Fred Allard, Michel Turcotte, Yannick Asselin, Jean-François Laplante ainsi que Claude Gauthier. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire directement à martin@silenceonroule.com, tandis que pour les questions générales qui regardent l'électromobilité ou encore l'Association des véhicules électriques du Québec, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le site web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Vous avez également accès à des forums de discussion où vous pouvez échanger sur les différents sujets traités aujourd'hui ou de tout autre sujet concernant l'émission à forum.silenceonroule.com. Merci d'être à l'écoute, les amis, à toutes les 2 semaines. C'est très apprécié. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence on roule!